Francis devenait de plus en plus colérique. Ça commençait un petit peu à me faire peur, mais je me disais que tant que ça restait sur les objets, et c'est à ce moment-là qu'il est devenu violent physiquement avec moi. Il m'a attrapé par les cheveux, il m'a tiré de tout mon corps, il m'a jeté par terre, il m'a tiré de tout mon corps, jusque dans la cuisine. Et là, il a attrapé un couteau et il m'a fait comme ça. Il m'a dit un geste, et je t'égorge comme un cochon. Mathilde a créé sa chaîne YouTube en 2013. Vous savez, mes vidéos ne sont pas faites à destination des hommes. Si certains les regardent et les trouvent pertinentes, tant mieux, mais ce n'est pas leur but premier. Mon but, c'est que les femmes qui sont parfois un peu perdues dans les débats sur le féminisme, parce qu'elles n'arrivent pas à articuler leurs pensées par exemple, trouvent ici la formulation qui leur manquait. Donc oui, je peux comprendre que ça soit déstabilisant. Avec humour, elle y parle cinéma, livres, mais surtout des rapports femmes-hommes. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, c'est Ginger, et je vous préviens, je suis pas là pour enfiler des perles. La violence conjugale, ça regroupe 3 types de violences, verbale, psychologique et physique. Mathilde vit en Bretagne. En 2015, elle crée La Surprise. Elle partage pour la première fois son histoire personnelle. Vous vous en doutez sûrement, mais si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est aussi parce que j'ai moi-même été victime de violences conjugales. Cette vidéo a été un peu dure à certains moments à tourner, mais après l'avoir sortie, en fait, je me suis sentie libérée, et puis comme de toute façon, je me considérais pas comme coupable de ce qui m'était arrivé, j'avais pas de ressentiment par rapport à ça, et en fait, j'ai vu pas mal de gens qui me considéraient comme une espèce de petite chose fragile à laquelle il fallait faire attention, alors que je disais non, mais je suis exactement la même qu'avant de faire cette vidéo, donc... Quand j'étais avec ce fameux ex, que dans un souci d'anonymat, je nommerais Francis, et aussi parce que j'ai toujours trouvé ce prénom un petit peu rigolo, la première étape pour moi, ça a été la culpabilisation. La deuxième étape de la violence conjugale, ça a été l'isolement. J'ai fini par ne plus rien faire du tout. Francis devenait de plus en plus colérique, il s'énervait assez vite. Ça commençait un petit peu à me faire peur, mais je me disais que tant que ça restait sur les objets, et c'est à ce moment-là qu'il est devenu violent physiquement avec moi. Il m'a plaqué contre le placard du couloir, en fait, il m'a mis plusieurs coups de poing dans le bras et dans l'épaule. Et il a commencé à m'étrangler. J'arrivais plus à respirer, je sentais que je devenais toute rouge et que je paniquais, que je sentais que ma trachée était en train de s'écraser, que j'étais vraiment mal, quoi. Je le griffais, je lui griffais les bras. Je me rappelle parce qu'après coup, j'avais de la peau à lui sous les ongles. Je l'avais griffé jusqu'au sang pour essayer de m'en défaire et il restait solidement accroché. Alors, je sais pas s'il s'est rendu compte qu'il était en train de faire une connerie ou juste qu'il a réalisé que j'allais le mettre à la porte. Mais en fait, il a eu un mouvement de recul et il a commencé à pleurer, à s'excuser en disant « Je suis vraiment désolée, j'aurais jamais dû faire ça, je te jure, pardonne-moi, pardonne-moi ». Et j'étais encore en état de choc et la seule chose que j'ai pu lui dire c'est « Tu prends tes affaires et tu te casses, tu dégages de chez moi ». Donc visiblement, elle a fait un petit peu plus de 58 000 vues. Plus de 600 internautes ont réagi au témoignage de Mathilde. J'avais eu énormément de réactions, pas forcément celles que j'attendais, mais que j'en avais eu beaucoup. Que j'avais eu également beaucoup de critiques sur le fait que j'avais tout inventé. J'ai eu aussi des gens qui venaient me voir pour me décrire en fait leur situation personnelle actuelle. Il y a une femme notamment, ça m'a vraiment marqué, qui est venue me voir et qui m'a dit qu'en fait elle était dans une situation où en fait elle était battue par son copain. Et qu'en fait, YouTube était le seul réseau social le seul réseau où son mec ne l'espionnait pas. Du coup, elle était venue m'envoyer un message en privé sur YouTube pour me dire que merci pour ta vidéo, etc. Ça m'a beaucoup aidé, je me rendais pas compte. Et je pense que ça a aidé les personnes qui ont regardé ma vidéo se sont peut-être dit ben oui, que les victimes de violences conjugales ne sont pas juste des victimes et qu'on peut faire d'autres trucs après ça, quoi. Qu'on peut créer, qu'on peut vivre, qu'on peut avoir des relations avec des hommes qui soient pas forcément explosives. Donc,
Mathilde n'a pas porté plainte et n'a plus jamais eu de contact avec cet homme. En 2016, 225 000 femmes ont été victimes de violences conjugales en France. Une de ces agressions a longtemps été taboue, le viol entre époux. 50% des viols commis sur les femmes adultes sont perpétrés par les conjoints ou par des ex. Sur Internet, certaines osent enfin parler. Un court-métrage, diffusé uniquement sur les réseaux sociaux, a interpellé beaucoup d'hommes et de femmes. Il a été vu 1 million de fois. On regarde un film. Ouais. Ah non, pas celui-là. Oh, t'as envie de vomir. Vomir. Monica Bellucci. C'est difficile à satisfaire. Ça va, je rigole. Qui te cachera les yeux. C'est à Paris que Chloé Fontaine, la scénariste et la comédienne du film, présente son court-métrage dans un festival. Quoi? T'es belle. Non, Quoi? j'ai pas envie. J'ai rien dit. Allez, mets ton film. Oh, tu m'écrases. Oh, pardon, madame. Oh, mais t'es chiant, j'ai pas envie, je te dis. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'aimes plus, c'est ça? N'importe quoi. C'est juste que, je sais pas, je sors de la douche, je suis fatiguée, j'ai pas forcément envie de... Voilà. Bon. Irréversible? Une fois, je parlais avec une amie et elle m'a raconté sa soirée de la veille. C'est bizarre ce qui m'est arrivé hier. J'avais pas trop envie. Là, hier soir, j'étais crevée. J'avais pas envie. J'avais pas envie d'avoir de rapport. Et puis, c'est un garçon avec qui elle est depuis longtemps, dont elle est très amoureuse. Et on devrait pas avoir à dire ça, quand même pas pour justifier, mais bon, peu importe. Et du coup, elle me dit, bah, je sais pas, je lui ai dit que j'avais pas envie, il l'a mal pris. En fait, il a insisté pendant, je sais pas, 20 bonnes minutes, et puis ça m'a saoulée, du coup, bon. Il était content, enfin voilà, ça s'est passé, il était content, il m'a laissé tranquille, mais je trouvais ça étrange, du coup, de devoir faire ça. Et là, je me suis dit, bah oui, c'est très étrange de devoir faire ça. Et en fait, petit à petit, j'ai réfléchi à ces choses-là et je me suis rendu compte que ce n'était pas les premières fois que j'entendais ce genre de discours. Et je me suis demandé si c'était quelque chose qui existait chez plein de femmes. Et du coup, j'ai regardé un petit peu sur Internet. Je ne sais pas vraiment pourquoi, pour chercher peut-être d'autres témoignages ou pour me renseigner, pour essayer de comprendre ou de savoir, ou je sais pas. Et j'ai lu beaucoup de témoignages et là, j'étais effarée de plein de femmes qui se posaient la question, est-ce que c'est un viol? Il m'a forcé, mais pourtant c'est mon mec, alors est-ce que c'est un viol? C'est mon ex, mais il était dans mon lit, du coup c'est pas vraiment un viol s'il m'a forcé, parce qu'au fond, je l'ai laissé dormir dans mon lit, donc est-ce que vraiment... Mais pourquoi je me sens pas bien alors, si j'ai pas été agressée, ce truc-là? Et plus je lisais de témoignages comme ça, et plus j'étais indignée. Et du coup, je me disais, il faut que quelqu'un parle de ce truc-là, c'est pas possible. Et je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Je sais écrire. Je vais écrire, moi, un film, du coup, si personne ne l'a fait. Du coup, j'ai écrit ce film-là. Je l'ai visualisé, cette scène, en fait. Ah non, pas celui-là. Oh, t'as envie de vomir. Vomir? Grâce à des bénévoles, Chloé a autofinancé son court-métrage. On a tout tourné en une journée. Et avec des gens qui étaient disponibles, volontaires, hyper impliqués. Le plus gros budget que j'ai fait, je crois, c'est le DVD en fait, qu'on voit d'Irréversible. En fait. Je crois que c'était ma plus grosse dépense. Guillaume et Florian sont comédiens. Ils font des sketchs humoristiques sur leur chaîne YouTube. Dans l'un d'eux, ils évoquent le viol conjugal. Il a dépassé les 200 000 vues. C'est parti. Les gars, ça existe un viol, mais avec ta meuf? Ah ouais, évidemment. Ah mais
mais c'est ta meuf, c'est pas ton ex, t'es encore avec elle, quoi. Mais un soir, elle veut pas, et toi, tu... Ouais, mais ça reste un viol, hein. Oh. Déconne. Non, mais c'est ta meuf, hein. Ouais, on a compris, hein. Non, mais juste un soir, elle veut pas, et toi, tu la forces un peu, quoi. Non, mais tu forces un peu, mais elle, après, elle veut toujours pas baiser avec toi. Ben non. Ben, c'est pour ça que tu continues de forcer. Donc, c'est bien un viol. Et que ce soit ta meuf, ta mère, la sœur de Paul... Ben, c'est bon, vous faites marcher. Champions, là, les gars. Wouh! Comment vous pourriez définir aujourd'hui le viol conjugal? Oh, putain. C'est balèze parce qu'on arrive sur la notion de consentement. Le flou avec quelqu'un qu'on connaît pas, je peux imaginer un peu que on connaisse pas la sensibilité de la femme, de cette femme-là en particulier, et qu'on se rende pas compte. Sa femme, je me dis, ça c'est improbable. C'est très clair, quoi. Bah, moi, je pense que la majorité, c'est des mecs qui se disent pas, je suis en train d'invéler ou je franchis une ligne. Ils se disent, moi j'ai envie, c'est ma femme, elle est fatiguée, mais elle est tout le temps fatiguée, et j'y vais. Il y a un sondage hallucinant là qui sort en disant, je sais pas, moi, c'est un tiers des mecs qui disent que si une fille dit non, elle veut dire oui, ou un quart. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant parce que il y a encore, donc je pense que c'est trop, pour moi, c'est trop complexe pour arriver à définir. Selon un sondage Ipsos, 19% des hommes pensent que lorsqu'une femme dit non à une relation sexuelle, elle veut en fait dire oui. C'est hyper violent pour quelqu'un d'avoir l'impression de ne pas être entendu et de se retrouver imposé quelque chose dont on répète maintes et maintes fois qu'on ne veut pas le faire. C'est d'une violence inouïe, et en plus par la personne qu'on aime. On se dit que les autres m'écoutent pas, que je passe mon temps à parler sans être entendue, mais pas lui, quoi. Nous montrons le court-métrage de Chloé à une avocate spécialisée dans la défense des victimes de violences conjugales. Oh, j'ai pas envie, je te dis. Pour moi, c'est exactement un viol conjugal. Vous avez cette jeune femme qui lui dit à 3 reprises non. À 3 reprises, elle précise « je n'ai pas envie ». Et malgré cela, il ne l'entend pas. On a un élément de contrainte caractérisé dans cette scène. Un viol, il n'y a pas forcément de violence. La définition du viol est de manière générale tout acte de pénétration, commis certes sous la violence, mais cela peut être aussi commis sous la contrainte, la menace ou la surprise. Et à mon sens, dans cette scène, la jeune femme est sous la contrainte de son compagnon. Pendant plusieurs siècles, le viol entre époux n'existe pas dans la loi. En 1804, le Code civil explique que la femme doit obéissance à son mari. Le devoir conjugal fait partie de l'inconscient collectif. C'est seulement en 1990 que le viol entre époux est reconnu par la Cour de cassation. Mais comment en apporter la preuve alors que cela se passe dans l'intimité, sans témoin? Le viol conjugal est le viol le plus difficile à prouver parce qu'il se passe dans le huis clos du domicile conjugal. Elle trouve la force de sortir de ce huis clos, de sortir du silence, parce qu'effectivement, les marques physiques donnent encore plus de poids à sa parole et leur permettent de penser qu'elles seront davantage crues. Ne pas être prise au sérieux, c'est aussi ce que redoutent les femmes battues quand elles vont au commissariat. Sylvie Volette vit avec son mari en Île-de-France quand elle dépose sa première plainte en 2011. Il a fallu des années pour qu'elle soit vraiment entendue par la justice. Et là, c'est une photo de moi à l'hôpital. Monsieur n'était pas là, j'étais toute seule. Après une dispute violente, il était parti. Je me reconnais pas, moi. C'est peut-être le meilleur moment dans toutes ces années de violence. C'est même le meilleur. Et pourquoi fait-on un enfant? Parce que vous croyez que tout va mieux, que monsieur a changé. Et ma boulette. La vie commune avec le père de son enfant a duré 7 ans. Un enfer qu'elle raconte dans une vidéo sur YouTube.
premier geste de rabaissement psychologique, il m'a craché au visage. Il m'a dit « tu m'emmerdes, tu me casses les couilles, je te dis de faire ça, tu fais ça ». À partir de ce moment-là, j'ai été sa proie. Et puis en fait, à chaque étape, à chaque séparation et à chaque morceau recollé, chaque fois c'était pire. J'étais tout juste à 5 mois de grossesse et on s'est disputé. Je ne sais plus pour quelle raison. J'ai dû lui répondre quelque chose qui ne me convenait pas. Et là, il m'a attrapée par les cheveux. J'étais dans la chambre. Il m'a attrapée par les cheveux, il m'a tiré de tout mon corps, il m'a jetée par terre. Il m'a tiré de tout mon corps, jusque dans la cuisine. Et là, il a attrapé un couteau et il m'a fait comme ça. Il m'a dit, là, si tu vois, si tu veux, un geste, et je t'égorge comme un cochon. La police et la justice mettront du temps avant de prendre ces plaintes au sérieux. Et là, voilà. Il y a environ 13 mains courantes et 3 plaintes. La première plainte a été classée sans suite parce qu'apparemment, ils n'avaient pas assez d'éléments pour pouvoir faire quoi que ce soit. Puisque quand vous allez porter plainte, vous n'avez pas forcément de traces. Parce que il m'avait mis une claque, mais j'avais pas de bleu, comme m'a dit le médecin de l'hôpital. La deuxième plainte, il a eu un rappel à la loi. Tout simplement pour... je me rappelle, hein, puisque j'avais été convoquée aussi ce jour-là. Puisque le policier l'a fait devant moi. Monsieur était convoqué moi aussi pour qu'il lui rappelle la loi que voilà, il y a tel article dans le code civil qui dit qu'il est interdit de faire ça ou ça ou ça. Et puis voilà. Banalement, on sort du commissariat de police et puis c'est tout. Et la troisième plainte? La troisième plainte, quand je l'ai faite, j'étais partie et là, le policier a entendu l'appel au secours et ça s'est bien passé et c'est ce qui a déclenché aussi la suite, quoi. La troisième plainte de Sylvie concerne des faits de violences aggravées avec plus de 8 jours d'interruption de travail. On s'est disputé et là, il m'a fracassé les jambes. Il avait ses godasses de sécurité. Il tenait un marteau dans la main. Il m'a dit, soit tu te barres, soit je te massacre. J'avais des bleus partout, je n'arrivais plus à marcher. Et là, j'ai dit, c'est bon, je m'en vais. Je pleurais les larmes de mon corps, j'avais du mal à marcher. Il est pas con. Ils sont pas cons, ces mecs-là. Il m'a attrapée au coin de la rue, il m'a obligée à monter dans la voiture et il est allé me déposer chez ses parents. Et il m'a dit, et il a ordonné à ses parents de ne pas me laisser sortir jusqu'à temps qu'ils viennent me rechercher le soir. Jusqu'à ce geste où il a tenté de m'étrangler dans la cuisine et que sa mère lui a supplié de me lâcher. Et là, j'ai vu dans ses yeux que s'il n'y avait pas sa mère, peut-être je vous dirais même pas ce témoignage. Merde. Beaucoup de victimes se plaignent de l'accueil dans les commissariats. Sur Internet, elles témoignent sur le site Paye ta police. Écoutez, madame, il fallait réfléchir et ne pas retourner vivre avec votre mari. On a autre chose à faire, on a de vraies affaires à régler. Mais madame, c'est pas un viol, c'est un rapport violent et c'est autorisé en France. Ces réflexions inappropriées révéleraient un manque de formation de la police nationale. Il existe des sessions de sensibilisation pour les policiers volontaires. Ici, au Chesnay, dans les Yvelines, ces journées spéciales ont lieu 4 fois par an. Une dizaine de policiers ont répondu présents aujourd'hui, mais n'ont pas souhaité être filmés. Ils se sentent souvent démunis face aux femmes battues.
Mais je suis amenée à répondre au 17 et la plupart du temps, quand on a des victimes de violences conjugales, il faut leur apporter une solution, même si elles ne veulent pas déposer plainte. Ce qui est important, c'est, voilà, quelqu'un qui se fait voler sa voiture, il ne veut pas déposer plainte, on dit, il dépose pas plainte, point, stop. Tant pis, il ne sera pas remboursé par l'assurance. Et puis ça s'arrête là. Dans le cadre des violences conjugales, quand même, quelqu'un qui ne veut pas déposer plainte, ça pose question. Donc on se pose question et puis on se dit, mais ok, il ne veut pas déposer plainte, mais est-ce que je peux faire autre chose? Vers qui je peux la diriger? Et comment je peux bien la conseiller? Attention, on n'est pas les sauveurs du monde, on ne va pas leur sauver la vie. Hein. Enfin, peut-être que si d'ailleurs, mais on sera peut-être le déclic avec la bonne parole ou le bon renseignement qui pourra permettre à la victime de se dire, bon ok, là c'est bon quoi, j'y vais. Pour que les policiers comprennent mieux ce que peuvent ressentir les victimes lorsqu'elles arrivent au commissariat, une femme, battue pendant 15 ans, est venue témoigner. Moi, j'ai un souvenir où un jour, à midi, je suis arrivée au commissariat, je viens pour déposer une main courante, et on me dit, bah non, désolé, tout le monde est parti déjeuner, il n'y a personne. Donc du coup, j'ai traîné et j'ai redéposé une main courante 3 ans après. Je ne voulais plus rentrer dans le commissariat. Vous imaginez les conséquences? On peut pas, alors, à tort ou à raison, est-ce qu'il y avait quelqu'un, est-ce qu'ils étaient occupés, mais du coup, la victime vient, se dit, bah non, je peux pas, je repars. Et elle refranchit la porte 3 ans après. C'est énorme. Vous êtes sentie écoutée, comprise? À l'époque, pas toujours. Pas toujours, franchement pas toujours. Donc après, il y a toujours des questions, mais pourquoi vous avez attendu autant de temps? Donc c'est les questions, le pourquoi, tout le temps, voilà, pourquoi. Et moi, personnellement, ça m'a déstabilisée. Qu'est-ce que vous auriez attendu en fait du fonctionnaire de police? Ça vous a reçu à chaque fois? Qu'on me dise, vous inquiétez pas, il y a des associations qui vont vous aider. À l'époque, c'était pas comme ça, malheureusement. Aujourd'hui, ça l'est. Et en fait, j'attendais vraiment qu'on me mette en relation avec des instances sociales, être entourée, tout ça, je l'ai pas eu. Vous êtes sentie comme si vous étiez auteur? Comme quoi, j'étais pas comprise, que j'étais responsable, en fait. Le pourquoi, c'est vous avez une responsabilité quelque part. Donc par la suite, j'ai compris que voilà, c'était la procédure et ça, voilà, il a fallu du temps. Et c'est important que la femme aille au commissariat déposer plainte. Vraiment très important. Une gardienne de la paix accepte de témoigner anonymement. Un drame lui a fait prendre conscience de leur manque de formation. Je pense qu'il y a des soucis au niveau de l'accueil chez nous. Il y a quelques années, sur une semaine, j'avais eu plusieurs fois la même personne qui m'expliquait toujours la même chose. Et en fait, le vendredi matin, le dernier jour de la semaine, je suis arrivée au travail et donc, il n'y avait pas grand monde au commissariat, ils étaient tous partis sur une intervention. Et en fait, cette dame venait de se faire tuer par son mari. Et ça m'a beaucoup choquée, parce qu'il n'y a pas eu de réponse tout de suite. Personnellement, je me suis sentie inutile. Moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est toutes les coordonnées qu'on nous donne, tout le système d'hébergement, que je ne connaissais pas du tout. Donc, ça, c'est quand même... je trouve ça un peu dramatique, quand même. Une formation utile, mais trop rare. Et un manque d'effectifs et de moyens subsiste pour accueillir les victimes correctement. Après le passage au commissariat, le plus dur, c'est de quitter le domicile conjugal. J'ai appelé l'association. Je leur ai dit, cette fois-ci, c'est définitif, je veux partir, aidez-moi. Alors ils m'ont aidée, ils m'ont dit, Madame Volette, préparez-vous et venez chez nous pour 17h. Une fois que je suis partie, maman était là tous les 2 jours quand ils m'ont mis à l'hôtel. Comme elle ne travaillait pas très loin, elle était là, elle venait nous voir. Je ne sais pas si j'aurais passé le cap d'avoir tenu le choc à l'hôtel, quoi. C'est un passage tellement compliqué de me retrouver dans des hôtels ultra sociaux, où c'est sale, où il y a la misère. Et vous êtes là parce que vous avez subi des violences et vous dites rien parce que vous n'avez personne à qui parler. Pendant ces 7 années de violence conjugale, Sylvie Volette vit à 5 km du village de sa mère. Pourtant, c'est seulement le jour où elle décide de s'enfuir que sa mère apprend la situation. On n'avait plus de contact, il n'y avait plus rien du tout. Hein. Le peu
Le peu qu'on la voyait, elle n'en parlait pas, elle ne faisait pas transparaître. Non, pour nous, on savait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais pas aussi grave que ça, quoi. Comment vous pouvez dire à votre famille que vous prenez des claques ou des insultes ou qui vous crachent au visage? Vous aviez peur de leur réaction? Non, peur de leur faire mal, parce que je savais qu'ils pourraient rien faire pour moi. Pertinemment, je le savais. Et après, leur dire que je savais pas comment m'en sortir, c'était pas possible. Jusqu'à temps où je prenne ce contact avec l'association, mais... Il a fallu du temps avant que le déclic se fasse. Oui, pas de bonhomme dans les parages, c'était maintenant. Oui, c'était le jour J. Donc on a pris le peu d'affaires qu'il fallait pour la petite et elle. De là, on est rentré à la maison des femmes. Et ils ont pris... ça a été très vite, hein. Très vite. Hein. J'ai pas eu le temps... Même pas un quart d'heure. Voilà, on est rentré dans le hall, elles sont arrivées, elles ont pris Sylvie, elles ont pris la petite dans la voiture, elles sont parties comme une voiture de police quand ils s'en vont. Là, j'ai compris qu'il y avait danger. C'est fini. C'est fini. Mais t'étais là. Ben oui, c'était dur. La façon qu'elles t'ont mis dans la voiture, qu'elles t'ont emmené... Ça vous a choqué? Oui. Là, j'ai compris qu'il y avait autre chose que... des disputes. Ah oui. Pour emmener les gens comme ça aussi vite à l'écart... Mais pourquoi ne pas avoir su avant? Parce que c'est violent, maman, parce que... Comment tu veux que je te dise que j'ai pris une claque dans la gueule parce que j'ai fait un steak pas cuit? Bon, tu veux que je te dise que... C'est pas... Après, c'était la peur de sortir. J'étais tellement aux yeux de tout le monde, je pouvais pas m'enfuir comme ça, il était toujours là. Puis après chaque dispute, j'étais sous surveillance, il était là régulièrement à la maison, ou il me déposait chez ses parents. Parce qu'il avait peur. Il n'avait pas que tu partes. Ou que tu repartes. Depuis sa première plainte en 2011, 6 années se sont écoulées. La procédure est en cours. Sylvie Volette a survécu à ces années noires. En 2016, 123 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-compagnon. Un collectif sur Facebook veut humaniser cette statistique en redonnant un prénom et une histoire à ses victimes. Près de Marseille, 2 membres du collectif se rencontrent pour la première fois. Toutes ces années. Ah ouais, c'est bien. Enfin, on se voit, dis donc. Jusqu'ici, Brigitte et Artemisia actualisaient cette page Facebook, chacune de leur côté. On s'est dit, même pour visibiliser vraiment le nombre, les endroits, on va créer une carte. C'est quoi tous ces points là qu'on voit? C'est chaque meurtre commis depuis le 1er janvier 2017. À chaque point rouge correspond une fiche rédigée par le collectif. La 60e victime de 2017 s'appelait Aurélie. Elle avait 32 ans. Elle a été étranglée avec un câble électrique par son conjoint. La 95e se prénomme Lorraine. Le jour où elle annonce à son compagnon qu'elle le quitte, il l'étrangle. Elle était mère de 2 fillettes. Moi, j'ai vraiment envie qu'on les nomme, ces femmes, pour leur redonner une existence, une consistance. Voilà. Comment vous les trouvez, ces féminicides? Moi, je tape des mots-clés dans Google. Des mots-clés, oui. Femmes tuées, cadavres de femmes. Faits divers. Faits divers. Qui sera la prochaine? Vous? Votre sœur? Votre cousine? Votre mère? La sienne? La mienne? Qui? On ne sait pas. Il n'empêche que ça va venir. La terreur, elle est là.
elle est que cette menace systémique, sociétale, patriarcale, elle pèse sur toutes les femmes. En mars 2017, elle trouve cet article sur Internet. À Trini, voilà, c'est ça, 32. Un point rouge de plus sur leur carte. Hélène Kahn est la 32e femme assassinée en 2017. Elle avait 27 ans. Elle habitait dans la région de Reims, près de sa mère et de sa sœur. C'était une jeune femme passionnée. Passionnée par son métier, par les chevaux, par les animaux. Une jeune femme qui aimait la vie, toujours souriante, très courageuse. Elle avait choisi un travail pas facile, la passion des chevaux. Il y a 1 an, on avait acheté une écurie, un centre équestre, toutes les deux. Donc elle vivait de sa passion, elle avait réussi à réaliser son rêve. Oui, on a toujours été vraiment très très proches depuis qu'on était toutes petites. On faisait plein de choses ensemble, on a vécu nos années étudiantes ensemble, on se racontait tout, tous nos secrets, tout ce qu'on disait à personne d'autre. Hélène, c'était quelqu'un qui n'avait pas une once de méchanceté en elle. Elle disait jamais de méchanceté sur les autres personnes, elle était toujours là pour les autres, ses amis, sa famille. Hélène, avant, a eu une histoire d'amour, une belle histoire d'amour, qui s'est mal finie. Elle a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de mal à s'en remettre. Et donc elle s'est rapidement mise avec qui était client du centre équestre où elle était monitrice. Donc les premiers mois, c'était quelqu'un qu'on trouvait assez gentil, il pouvait être drôle. Ils s'entendaient bien, mais ils construisaient pas de choses ensemble. Ils sont partis une fois en vacances, ça s'est mal passé. Sinon, ils partageaient pas grand-chose. Et lui a montré un petit peu plus son visage et son côté un peu dépressif. Est-ce qu'elle subissait des violences psychologiques pour vous? Oui. Oui. Alors voilà, on nous a posé, depuis le meurtre, on nous a posé X fois la question, avait-il déjà été violent? Donc je réponds toujours de la violence physique, non. Il ne lui a jamais tapé dessus, certes, mais de la violence morale, oui. Le couple se sépare en février 2017. Mais Hélène continue à être harcelée par son ex-petite amie. Un soir, il lance un pavé dans la fenêtre de son salon. Donc il y avait des bouts de verre qui ont explosé partout. Enfin, Hélène, elle a dû être vraiment... déjà le bruit, il faut imaginer le bruit, est terrorisé. Il s'est précipité sur elle, il lui a pris ses 2 portables, il était persuadé qu'elle était en lien avec d'autres hommes par ses portables. Alors, on s'est aperçu que c'était pas du tout avec un autre homme, enfin qu'elle lui disait la vérité. Donc là, il s'est calmé, elle a pu le calmer, ils ont parlé. Et puis il est redevenu tout gentil, il a pris un balai, il a nettoyé les bouts de verre, et il a mis un cache sur la fenêtre, et elle a réussi à le faire partir, il est parti. Le lendemain matin, Hélène prévient sa mère qui la pousse à aller à la gendarmerie. Je crois qu'elle est ressortie presque au bord des larmes en disant « mais je me sens plus coupable que victime ». Enfin, elle n'a pas du tout eu l'impression d'être prise au sérieux. C'est juste un amoureux éconduit, c'est bon, il va se calmer, on va lui expliquer. On lui a expliqué d'ailleurs, voilà. Et je me souviens avoir dit aux gendarmes, mais on lit toutes les semaines, dans les faits divers, il tue son ex et se suicide, qu'est-ce qui me prouve que ça ne va pas arriver? Et là, le gendarme m'a répondu, mais il n'a jamais été violent avec elle, et un homme qui n'a jamais été violent ne devient pas violent comme ça. 3 semaines plus tard, l'homme revient au haras. Terrorisée, Hélène va se réfugier chez sa mère. Le lendemain, elle se sent mieux et retourne sur son lieu de travail. Le matin, elle avait plus ce visage terrorisé, elle était plutôt sereine. J'ai dit, écoute, moi je passe à mon travail prévenir que je ne vais pas être là, je vais à la gendarmerie et je te retrouve. Au revoir ma chérie. Et j'ai jamais revu ma fille. Voilà. Hélène Kahn a été tuée à son arrivée au centre équestre. Son ancien petit ami risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le meurtre a fait la une des journaux locaux. Mais certaines expressions utilisées par les journalistes ont choqué la mère d'Hélène.
C'est pas du tout un crime passionnel, c'est pas du tout un crime d'amour, c'est un crime de possession, de jalousie. Enfin, c'est un meurtre, quoi. C'est un meurtre, c'est un assassinat, mais il n'y a jamais eu de passion dans leur relation. Enfin, c'est... Crime passionnel. Une expression utilisée par de nombreux journaux et qui fait polémique. Une page internet intitulée « Prenons la une » a été créée par des journalistes. Ils ont rédigé une charte signée par une dizaine de médias nationaux. Ils s'engagent à ne plus utiliser certains termes. À Reims, le journal local, l'Union, ne fait pas partie de ce collectif. C'est Fabrice Curlier qui a écrit l'article « Sur la piste du crime passionnel » à propos de l'assassinat d'Hélène Kahn. Nous lui soumettons la charte de « Prenons la une » qui invite les journalistes à bannir les termes « crime passionnel » ou « drame familial » car il minimiserait l'acte de l'agresseur. Il minimise l'acte de l'agresseur en le considérant comme emporté par l'amour et la passion. Minimiser, c'est eux qui l'interprètent. Pour moi, ce n'est pas parce que j'écris crime passionnel que je minimise l'acte de la personne. Alors, on est dans un problème de grille de lecture. Chacun interprète à sa manière. Crime passionnel, dans mon esprit, c'est quelqu'un qui perd toute rationalité, aveuglé par un sentiment qu'on peut appeler malheureusement l'amour, ou une possession maladive, et qui en vient à commettre l'irréparable. Drame familial, ça choque. Là, j'avoue que je ne vois pas en quoi le fait d'écrire drame familial impute un partage des responsabilités. Là, j'avoue que non, j'arrive pas à comprendre. Alors, si j'avais conscience d'utiliser une expression qui exonère la personne, le mise en cause, attendez, je ne le mettrai pas. Ces expressions banalisent-elles vraiment le meurtre conjugal ? À Paris, Sophie Gourion, une blogueuse, ancienne journaliste, en est persuadée. En 2016, elle a créé une page internet, Les mots tuent. Elle y traque toutes les expressions qui minimisent les agressions faites aux femmes. Donc là, en fait, j'isole le tweet de l'internaute qui me signale l'article de Ouest France sur le chauffeur scolaire condamné pour des baisers volés, pour pouvoir ensuite le poster sur mon Tumblr. Il ne s'agit pas baiser volé, mais d'une atteinte sexuelle. Quels sont les termes utilisés par les journalistes que vous dénoncez dans ce Tumblr ? Essentiellement le crime passionnel, il l'aimait trop, il l'a tué, elle le quitte, il la tue, un gentil papa, le papy tripoter sa petite fille, enfin voilà. Ce que je dénonce, c'est l'emploi du terme crime passionnel, parce que la passion ne tue pas, mais le machisme, le sexisme, oui. Les articles qui euphémisent, par exemple, ruée de coups parce qu'il y avait des grumeaux dans la pâte à crêpes, donc ça peut faire sourire, mais en fait ça invisibilise complètement la victime. En fait, quand on suit ces titres, il n'y aurait que des meurtriers malgré eux, et les femmes seraient en fait le grain de sable et l'élément perturbateur qui viendrait un peu gêner tout ça. Une sémantique qui aurait même des conséquences sur les victimes. Comment une victime peut mettre des mots sur ce qu'elle vit si partout elle lit que c'est pas une agression sexuelle mais c'est une main aux fesses, que c'est pas un crime mais c'est un drame de la passion. S'il y a seulement 10% des femmes qui portent plainte, c'est aussi à cause de cette minimisation des crimes, des féminicides à travers ces titres de journaux.
Dans l'affaire de l'assassinat d'Hélène Kahn au centre équestre, l'ancien petit ami est en prison. Il attend de comparaître devant la cour d'assises. J'attends qu'il ne sorte jamais de prison. Qu'il ne sorte jamais de prison vivant. Pour moi, il n'y a aucune explication. Enfin, il a fait la pire des choses. Il a retiré la vie à quelqu'un de passionné, de très vivant. Justement, il a détruit Hélène. Il détruit nos vies, bien évidemment. Ses parents, ses sœurs, ses amis. Il n'a pas le droit de sortir de prison et que toute sa vie reprenne comme avant. Il faut une justice. Bon, ça nous rendra pas Hélène, bien évidemment, mais je pense qu'il peut être dangereux de toute façon. Il l'a montré là. Non, il faut qu'il y ait une justice vraiment très lourde. Voilà. Mais même quand les condamnations sont enfin prononcées, ce n'est pas toujours la fin du calvaire pour les familles. À Toulouse, pour Carole Elisha, tout a commencé en 2008. À l'époque, sa fille Sarah vit avec son petit ami. Elle a 19 ans. Je suis prévenue par la police vers 8 h du matin. On tape et puis on nous demande de descendre avec mon mari. Et on nous demande si on a une fille qui se nomme Sarah. On dit oui et on nous dit elle est morte. On arrive au commissariat, je monte ces marches. On me dit « Votre fille s'est suicidée ». En allant voir sa fille, elle découvre une toute autre réalité. Le corps de Sarah est couvert de bleu. Elle aurait reçu 40 coups avant de mourir et 20 coups après le décès. J'approche, je ne reconnais pas mon enfant. Je dis « Mais c'est pas possible ». Ils ont dit qu'elle s'était suicidée, mais c'est pas un suicide, c'est pas ça un suicide. Donc on prend les photos de ma fille. Comment vous avez eu l'idée de prendre les photos de votre fille? Parce que pour moi, on me dit qu'elle s'était suicidée avec des cachets. Et je me disais, mais suicider avec cachets, elle serait pas dans cet état. À partir de là, j'ai dit, c'est pas possible. Ma fille, ça va pas rester dans le silence. Tu n'es plus là, mais je serai ta voix, ma poule, je te le promets. Et il ne s'en sortira pas comme ça. Elle est déterminée à faire reconnaître à sa fille le statut de victime de violences conjugales. Sur Facebook, elle dédie une page à la mémoire de Sarah. Carole Elisha y poste ses souvenirs et les différentes étapes de sa lutte. En 2015, la Cour d'appel de Toulouse conclut au suicide, mais condamne aussi l'ex-conjoint de Sarah pour violence conjugale et non-assistance à personne en danger. Il écope de 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an et demi ferme. Début 2016, Carole pense que l'ancien conjoint de Sarah est en prison. Pourtant, il n'en est rien. Et un jour, je m'avais voir mon avocat. Je rends visite. Et sur qui je tombe? Dans la rue. Je dis non. Alors vous avez le sang qui vous monte jusqu'en haut de la tête. C'est comme si vous preniez une décharge électrique et que tout va exploser et que vous vous dites, vous avez des hallucinations, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Je me dis non, Carole. Il faut encore croire à la justice. Parce qu'on t'a bien bourré avec la justice, donc il faut y croire encore, Carole. Ils ont dû oublier. Ils sont trop surchargés. Il n'y a pas assez de personnel. Si ce jour-là, l'ex-conjoint n'est pas derrière les barreaux, c'est qu'il n'a pas encore été reçu par le juge d'application des peines. Finalement, en mars 2016, le magistrat prend sa décision. L'ancien conjoint de Sarah n'ira pas en prison. Il doit porter un bracelet électronique. Carole n'est pas informée. On ne nous dit rien. Personne. On va chercher, mais rien.
Et bien j'ai dit, ben moi, tant que la peine ne sera pas appliquée, j'entame la grève de la faim. Carole se poste devant le tribunal de grande instance, jour et nuit. Un médecin surveille sa santé au quotidien. Il faudra 3 semaines pour qu'elle apprenne que l'ex-conjoint de sa fille purge bien sa peine avec un bracelet électronique. Le 27e jour, elle arrête sa grève de la faim. La famille de la victime doit-elle être avertie d'un aménagement de peine ou d'une sortie de prison? Elle peut demander cette information au juge d'application des peines, mais il n'est pas obligé de leur donner. Elle peut en être informée s'il y a une interdiction d'entrer en contact avec elle. Mais elle n'est pas nécessairement informée puisque l'aménagement de peine se fait dans des audiences qui ne sont pas publiques. Le systématisme n'est jamais une bonne chose. Il faut toujours pouvoir apprécier au cas par cas qu'est-ce qui peut être pertinent pour la personne. Est-ce que là, l'information va être nécessaire? Comment est-ce qu'elle doit être faite? Si vous avez une victime qui un jour reçoit un courrier, qui est un courrier administratif qui dit « Monsieur va sortir de prison tel jour », il faut aussi mesurer les conséquences que ça peut avoir sur les personnes qui reçoivent ça, parfois des années après les faits. Juger, c'est humain. Et la justice est humaine et ça signifie que, évidemment, qu'il y aura parfois des insatisfactions très fortes de la part des victimes. Surtout parce que, nécessairement, elles sont dans leur douleur et donc beaucoup de décisions ne sont pas compréhensibles de leur point de vue. À Toulouse, la douleur de Carole Elisha a été entendue par les autorités. Sur Facebook, elle partage un moment de reconnaissance. Une cérémonie organisée par la mairie en l'honneur de Sarah et de toutes les femmes battues. Ce 25 novembre 2017, une stèle est posée. À Sarah et à toutes les femmes victimes de violences machistes. Je remercie aujourd'hui Monsieur le maire qui me permet de commencer et d'entamer mon début de deuil, de lâcher ma fille pour qu'elle puisse enfin se reposer. Et vous me laissez l'autorisation, avec cette action, de pouvoir aller me recueillir enfin sur la tombe de ma fille. Je vous remercie à tous. N'ayez pas peur de dénoncer. Aujourd'hui, on crie, la parole est ouverte pour les femmes, mais ne restez pas dans le silence. Le silence tue. Grâce aux réseaux sociaux et grâce au courage de quelques-unes, la voix des femmes s'élève enfin.